Peut-être par commencer, je vais dire que je connais Sandrino, parce que j'ai travaillé aussi chez Smart pendant 3 ans. Et donc, dans le contexte de notre enquête sur les leaders de la transition, on va surtout parler de travail, de précarité, puisque Smart est un nouveau modèle pour organiser les travailleurs autonomes. Donc, je vais peut-être on peut poser ma première question. Donc, en fait, historiquement, il y avait deux choix. Soit on était travailleur salarié et on a un contrat de subordination. Donc, c'est-à-dire on a la protection sociale, mais en échange, on doit obéissance, si on veut, à l'employeur. Et puis, il y avait l'autre choix qui était le fait de prendre le risque, un risque entrepreneurial comme travailleur autonome. Et on était un peu considérés comme des petits capitalistes. Donc, on était responsable de notre propre sécurité. Et donc, à mon avis, ce qui est brillant chez Smart, c'est de trouver une troisième voie. Donc, on est travailleur autonome. On choisit ses projets, donc on peut toujours être dans le travail passionné et choisi. Mais en même temps, on collective les risques à travers une sorte de mutuelle du travail. Donc, j'ai demandé un peu à Sandrino d'expliquer exactement de quoi il s'agit et peut-être aussi de parler de ton expérience, 3 ans chez Smart et comment ça a évolué à travers le temps. Alors, je pense que tu as parfaitement bien planté le décor. Alors, quelques mots peut-être juste effectivement sur Smart. C'est une organisation qui est née il y a un peu plus de 20 ans maintenant, d'abord à Bruxelles, avant de se répandre, on va dire, sur un territoire plus large, d'abord en France et puis dans d'autres pays européens. Il y a aujourd'hui 9 pays qui accueille l'offre de services qui est développée par Smart. À l'origine, Smart a été créé pour aider des personnes qui travaillent dans le secteur artistique. Et c'est quand même toujours très important de le rappeler, même si aujourd'hui la population de travailleurs artistiques et créatifs représente 30% de l'ensemble des activités qui sont aujourd'hui développées au sein de Smart. C'est très important de se rappeler cette origine qui est liée à cette catégorie de travailleurs parce que justement, nous pensons que le travailleur créatif, le travailleur artistique, d'une certaine manière, il préfigure l'évolution du monde du travail, il préfigure ce que certains appellent le travail dans l'économie cognitive, d'une certaine manière. Il est par nature aussi un travailleur qui utilise comme matière première sa propre sensibilité, sa propre personne. Il a aussi comme particularité le travail créatif est par nature difficilement subordonnable. C'est-à-dire un artiste, il a besoin d'une certaine liberté pour pouvoir créer, et donc par nature, même quand on a recours à des statuts juridiques qui sont ceux du salariat, par nature, le travailleur créatif est un travailleur qui est peu subordonné. Donc, d'une certaine manière, le fait de rappeler pour Smart notre origine d'accompagnement de cette catégorie de travailleurs, c'est très important parce que on a commencé par s'occuper des artistes pour s'apercevoir que les services que nous mettions en œuvre pour les artistes peut-être étaient assez bien adaptés à toute une autre catégorie de travailleurs qu'on appelle aujourd'hui des travailleurs autonomes ou des travailleurs freelance, même s'il y a beaucoup de discussions justement sur l'usage de ces termes. Comme tu l'as dit, effectivement, on s'intéresse à ce que certains appellent la zone grise de l'emploi, c'est-à-dire une zone qui est pas tout à fait, qui relève pas tout à fait du salariat classique. Le salariat classique, comme tu le dis, c'est celui du contrat social basé sur l'échange entre protection contre subordination. C'est j'abandonne une partie de ma liberté. J'abandonne une partie de ma liberté et en contrepartie, je reçois une protection. Le contrat social lié au salariat classique. Et puis de l'autre côté, on sait bien, on est dans quelque chose qui est très duel aujourd'hui. C'est où on est dans le salariat classique, où on est dans ce que certains appellent l'entrepreneuriat individuel, l'entrepreneuriat
de soi-même, qui renvoie dans la vision la plus néolibérale à une individualisation extrême des risques liés à l'activité économique et dans l'imaginaire néolibéral aussi, qui renvoie à l'absence totale de protection. Eh bien, dans ce qu'on expérimente, nous, chez Smart, et on le fait d'abord en réponse à un besoin extrêmement concret, c'est-à-dire en essayant juste de comprendre la réalité de travail et d'apporter des réponses. Ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est effectivement entre l'emploi salarié et l'entrepreneuriat individuel. Nous considérons, en gros, pour aller très vite, qu'il existe bien un intérêt à ce qu'il y ait un salariat qui dépasse la subordination. Donc le salariat, dans ce qu'il comprend comme intérêt de protection sociale et de protection collective. Donc nous sommes pour le maintien d'un salariat qui permet la participation collective à un système de protection sociale et à une forme de solidarité de redistribution. Nous empruntons à l'entrepreneuriat individuel la dimension de la liberté, d'une certaine manière, de pouvoir organiser son travail comme on l'entend, de pouvoir choisir son travail, de choisir ses clients. Mais par contre, nous pensons que c'est exagéré de considérer que le prix à payer est le risque extrême et l'individualisation du risque. Et donc, c'est d'une certaine manière dans cette zone que nous avons d'abord construit des réponses pour le milieu artistique et puis aujourd'hui, qui se sont répandues à toute une autre catégorie de travailleurs freelance. Peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas Smart, donc en fait, Smart a créé une sorte de salariat fictif, donc une innovation légale qui permet des travailleurs libres et autonomes de quand même être dans un salariat, enfin, une certaine forme de payer son propre salaire, de payer ses taxes et donc d'être protégé complètement par l'État social. Bon, je voudrais peut-être faire part d'une critique qu'on entend souvent et qui est très difficile pour Smart dans cet entre-deux, c'est-à-dire que d'un côté, Smart réagit à une précarité qui existe, mais d'un côté, il y a des forces sociales qui vont dire que, en apportant la solution, d'une certaine façon, on devient co-responsable de cette précarité. Bon, je voudrais te demander ce qu'il y a donc derrière le projet Smart. Est-ce qu'il y a un vrai projet de société? Est-ce qu'il y a un projet d'émancipation du travail? Est-ce que tu as des solutions à apporter pour que, en fait, aussi cette division entre les travailleurs pose beaucoup de problèmes, je trouve, entre les travailleurs qui sont protégés par les syndicats, mais il y en a quand même de moins en moins, et de plus en plus de travailleurs qui sont précaires et qui sont moins protégés, et donc, par exemple, aussi le libéralisme essaie de jouer sur cette division du travail. Alors effectivement, une des critiques les plus évidentes qui est adressée à l'encontre de Smart aujourd'hui et qui est principalement portée par les acteurs syndicaux traditionnels, on va dire, est celle de la complicité d'une certaine manière de Smart avec un système qui vise à toujours plus flexibiliser le marché du travail et d'une certaine manière accepter que des travailleurs puissent être enfermés ou puissent s'enfermer dans une forme de précarité. Donc, ce qui est une critique qui est de mon point de vue tout à fait fondée, c'est-à-dire dans le sens où c'est une réalité. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une grande majorité des travailleurs qui utilisent les services de Smart, qui sont des travailleurs qui sont des travailleurs précaires. Donc ça, c'est une réalité. Je veux dire, on peut pas la nier, même s'il y a parmi les personnes qui utilisent Smart des personnes qui sont sorties de la précarité, mais c'est pas une majorité. La majorité des personnes qui utilisent nos services sont des travailleurs précaires. À l'intérieur de ces travailleurs précaires, là où il y a une petite chose intéressante quand même dans l'évolution et qui date d'il y a un peu moins de 10 ans maintenant, c'est qu'il y a une partie de ces travailleurs précaires qui ne la subissent pas, la précarité. Il y en a encore un certain nombre qui la subissent, c'est-à-dire qui ont le sentiment de ne pas l'avoir choisi. Il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent Smart et qui le rejoignent aussi dans une perspective politique d'un rapport au travail qui est basé sur la sobriété, qui est basé sur un rapport différent à l'économie, à leur rôle de consommateur
et qui, d'une certaine manière, en toute connaissance de cause, savent que les modalités qu'ils vont trouver pour exercer et développer leur activité va les contraindre à une forme de précarité qu'ils choisissent. Et ça, je crois que c'est quand même un élément d'un point de vue de l'analyse politique qui est quand même extrêmement important. Ceci dit, les syndicats ont raison, d'une certaine manière, de dire est-ce que le fait même que Smart existe, d'une certaine manière, ça ne contribue pas à augmenter, d'une certaine manière, le travail précaire. C'est une question que nous nous posons, qui est légitime. C'est une question sans fin, d'une certaine manière. Ça ne remet pas en cause l'intérêt de Smart, mais ça, je crois que c'est intéressant aussi de se poser cette question de cette manière-là. On peut peut-être regarder les choses aussi autrement. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas précisément une tierce voie? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas justement ce qu'est la transition, à savoir un pied dans chacun des systèmes et essayer de construire quelque chose d'hybride? Oui, de toute façon, ce qui est certain aussi, c'est que Smart se perçoit en tout cas comme un laboratoire et une expérimentation sociale, c'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment d'avoir un modèle qui est totalement abouti, on a un modèle qui s'invente au quotidien, basé sur une pratique. Et la pratique, c'est celle de tenter de répondre collectivement à des besoins sociaux qui sont exprimés par une nouvelle catégorie de travailleurs que nous accompagnons. Donc, tu as raison de considérer que nous participons d'une certaine manière à cette transition. Comme toute transition, ça nécessite une phase d'expérimentation. Nous sommes une expérimentation qui n'est pas aujourd'hui totalement aboutie. D'une manière simple, elle peut pas être totalement aboutie puisque nous évoluons dans un environnement qui est celui d'un environnement en transition. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre un exemple très concret, la majorité des entrepreneurs autonomes, des travailleurs autonomes qui utilisent la coopérative Smart, exercent leur activité dans le marché, c'est-à-dire exercent leur activité dans un univers qui est avant tout celui de l'économie de marché. Ils exercent leur activité dans un champ qui est avant tout concurrentiel. Alors, même si ça leur permet de développer, d'une certaine manière, un travail autonome plus autonome dans le sens moins aliénant, mais c'est-à-dire dans le sens plus de la référence au travail autonome d'André Gorz, c'est-à-dire un travail qui n'est pas qui est pour lui-même, c'est-à-dire un travail pour son impact intrinsèque et pas ce qu'il produit dans un système économique, même si c'est par exemple la nature même du travail artistique, c'est-à-dire beaucoup de gens utilisent Smart parce que ça leur permet d'accéder à un statut, ça leur permet d'avoir un cadre, ça leur permet de facturer des prestations. Et souvent, l'économie qui est générée via l'activité développée chez Smart pour des travailleurs créatifs leur permet, par exemple, de développer une activité qui, elle, est complètement en dehors, par exemple, du cadre du marché. Et donc, effectivement, nous sommes une organisation qui n'est pas aboutie parce qu'elle ne pourra jamais l'être, puisque le monde dans lequel nous évoluons ne correspond pas totalement au cadre et à l'utopie concrète que nous portons. Mais admettons justement qu'une force politique ou autre vous demande des conseils. Donc, comment transformer, réformer la protection sociale? Quelle est dans ce contexte la réponse de Smart? La réponse de Smart sur ça, elle est assez pragmatique d'une certaine manière, et elle est assez aussi. Smart est un très bon espace d'observation des mutations qui sont en cours, puisque l'essentiel des actifs, beaucoup de personnes qui arrivent chez Smart, d'une certaine manière, par leur présence, expriment les mutations du monde du travail. Et donc, par rapport à la question de la protection sociale, ce que nous pensons, c'est assez simple, c'est qu'il faut aller vers une dimension plus universelle. D'abord, il faut se dire que notre vision est de considérer la protection sociale pas uniquement comme un acquis de l'après-Seconde Guerre mondiale,
et aujourd'hui doit être beaucoup plus sanctuarisée. C'est-à-dire, la protection sociale doit devenir un bien commun, doit devenir un commun qui n'est pas, qu'on ne peut pas, qu'on doit inaliénable et qui nécessite d'une certaine manière, comme tous les communs, qui nécessite d'une certaine manière de mesures préventives et de protection. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on doit choyer d'une certaine manière. Aujourd'hui, on le voit bien, la tendance est plutôt on attaque par tous les biais, les retraites, le chômage, par tous les biais, les mesures liées à la santé. On sent bien que nos systèmes de protection sociale sont relativement fragiles puisque attaqués de toutes parts par un certain nombre de puissances qui pensent qu'il faut aller vers quelque chose de moins collectif et de plus individuel. Donc, nous pensons, à contrario, que la protection sociale, c'est ce qui permet d'inventer une citoyenneté économique. C'est-à-dire, nous pensons que l'acte économique, le fait économique doit être réconcilié avec la question de la citoyenneté. Nous sommes tous des citoyens économiques. On l'est de plus en plus en tant que consommateur, c'est la tendance de ces 20 dernières années. On est de plus en plus conscientisé d'une certaine manière en tant que consommateur, donc on essaye d'être un consommateur responsable. Nous ne sommes pas encore suffisamment en tant que producteurs. Et l'utopie de Smart, c'est véritablement de permettre à des personnes d'être des producteurs responsables. Et donc, de ce point de vue-là, la protection sociale que nous envisageons, elle vise à être beaucoup plus choyée, ça c'est la première chose, sanctuarisée, considérée comme un commun. La deuxième chose qui est très importante, c'est que son système de financement, il doit anticiper la réalité de son caractère universel. C'est-à-dire, il faut que la protection sociale, si on veut que ce soit un commun, il faut que ça soit utilisable par tous. Et donc, les conditions d'accès, elles doivent être beaucoup plus universelles. Et donc, d'une certaine manière, son modèle économique, il doit être basé aussi sur quelque chose de beaucoup plus universel. Aujourd'hui, la protection sociale est trop le reflet d'une société salariale qui est aujourd'hui totalement fracturée. Et donc, il faut que la protection sociale, elle dépasse la société salariale fracturée telle qu'elle existe aujourd'hui. Et elle s'intéresse à tout type de travailleurs, à tout type de citoyens économiques. Et donc, il faut moins faire dépendre économiquement la protection sociale de l'unique figure du travailleur salarié classique. Sinon, on va réduire comme peau de chagrin sa portée et on va, d'une certaine manière, opposer les travailleurs entre eux, alors que notre projet de société est plutôt de les réconcilier. Le problème tel que je le vois, aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on se bat. Donc, il y a le territoire, la région, la ville, la biorégion. Il y a l'État-nation, mais l'État-nation qui est affaibli face au capital transnational. On a une crise au niveau de l'Europe, mais je dirais aussi il y a de plus en plus de nomadisme dans le travail, c'est-à-dire on change de projet, on change de pays, on travaille pour un employeur qui n'est pas nécessairement, surtout quand on est dans le digital et le monde numérique, on travaille pour un employeur qui n'est pas nécessairement dans la même localité. Et je crois que c'est une discussion importante parce que ça fait aussi la faiblesse du mouvement ouvrier aujourd'hui. C'est qu'on n'a plus d'adversaires clairs. Donc on a des gouvernements assez faibles et qui sont très très dépendants de forces financières qui les dépassent. Comment est-ce que tu vois quelque part à quel niveau est-ce qu'on doit agir aujourd'hui? Alors, le départ de ton interrogation sur le rapport au territoire me fait penser à... je ne suis pas sûr de la citation, mais je vais la faire quand même. Je crois que c'est François Mitterrand qui avait dit à Jacques Delors un jour que la construction européenne avait permis de faire l'Europe des patrons, au sens l'Europe économique, le marché libre et non faussé, qu'on a appelé pendant longtemps le
marché unique, et que un jour il faudra bien penser à faire, il disait encore à l'époque, l'Europe des ouvriers, parce qu'à l'époque on parlait des patrons et des ouvriers. Sous-entendait, un jour il faudra en passer par la création d'une Europe sociale. Il s'agit de ça. Et ça, c'est le sujet me paraît plus que jamais d'actualité. Il me paraît plus que jamais d'actualité pour diverses raisons. D'abord parce qu'on sent bien aujourd'hui l'affaiblissement du projet européen du point de vue de la citoyenneté, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à une communauté qui s'appelle l'Europe est pas très évidente, et on voit à quel point ça a des conséquences aujourd'hui sur l'évolution du vote populiste. Donc il y a une vraie problématique de ce point de vue-là. Et puis on le sent bien aussi, tu l'as évoqué, les difficultés qui sont celles des États-nations de maintenir des systèmes de protection sociale dans une Europe qui est devenue concurrentielle. Donc il y a quelque chose qui aujourd'hui coince. Et donc, de mon point de vue, effectivement, il est nécessaire d'accompagner un déplacement. Le social doit pouvoir se développer à l'échelle plus grande et à l'échelle européenne. Mais c'est vraiment un enjeu avant tout politique. À tous les niveaux, on veut toujours conserver le social au niveau le plus de proximité possible, parce que le social, il permet d'une certaine manière de créer un lien direct avec le citoyen. Je veux dire, quand on distribue des aides, quand on distribue le système de l'État-providence, enfin, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui a une portée politique extrêmement importante. On a donc du mal, le politique aujourd'hui a du mal à lâcher sur le social. Pourtant, si on veut véritablement construire une Europe sociale, il faut, à mon avis, qu'on puisse avoir un véritable socle européen de droits sociaux. Une première initiative qui a été lancée il y a 2 ans maintenant dans ce domaine-là, mais c'est encore des balbutiements, c'est le début, mais il faut aller beaucoup plus loin de ce point de vue-là. Et donc, pour répondre à ta question, je crois effectivement que on s'oriente, l'avenir, c'est à la fois des solutions de l'organisation de la vie quotidienne, des services à une échelle locale, et donc une redistribution du pouvoir politique beaucoup plus au niveau du citoyen et au niveau local, et pas uniquement basée d'ailleurs sur des organisations liées à des formes de représentation démocratique classique, élective, mais beaucoup plus liée à la possibilité pour les citoyens de s'organiser par eux-mêmes au niveau local. Et puis, par ailleurs, un système européen qui permet de garantir un accès à un même système. Tu as parlé aussi de mobilité, un système qui permet d'accompagner cette mobilité. C'est évident qu'aujourd'hui, on ne fera pas comme c'était le cas de la génération de nos parents qui ont vécu des carrières dans 4 ou 5 employeurs différents. Moi, déjà, qui ne suis pas tout jeune, ce sera plutôt 25 ou 30 en tout. Mais il est fort probable que la génération de mes enfants, ce soit 200, voire plus. Et donc, d'une certaine manière, il est indispensable aujourd'hui d'accompagner ce que certains appellent la portabilité des droits, c'est-à-dire la possibilité d'emporter ces droits sociaux avec soi, où que l'on soit, et quel que soit pour qui on travaille, qu'on puisse emporter ces droits. Donc l'avenir, c'est la portabilité des droits liés aux personnes, qui ne signifie pas une individualisation des droits, basée sur un système de redistribution collective à une échelle plus grande qu'est l'échelle européenne. Alors, j'ai peut-être une dernière question.
sauf si Christine intervient encore. Et c'est un peu la crise écologique. Donc il y a quand même traditionnellement une sorte de coupure entre le mouvement écologique, environnemental, qui était plutôt un mouvement des classes moyennes, et le mouvement ouvrier qui demandait une redistribution matérielle de ce qui était produit. On voit aussi des phénomènes comme les gilets jaunes, où on voit quand il y a des réformes écologiques qui n'ont pas un élément de justice sociale, il y a une révolte qui est produite dans certaines franges de la population. Et donc, c'est pas simplement un problème français ou local, c'est au niveau mondial. Il faut trouver un agencement, à mon avis, entre le travail et l'écologie. Est-ce que tu as réfléchi à cette question? Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe? C'est quelque chose qui préoccupe, je crois, tout le monde. Enfin, ce serait être aveugle que de ne pas s'en préoccuper. En ce qui me concerne, je suis assez optimiste sur puisque je me sens toujours proche de par mes origines sociales, je dirais du monde ouvrier ou des classes populaires d'une certaine manière. Et je suis assez optimiste sur leur capacité, sur la capacité, je dirais, du peuple, entre guillemets, à appréhender ces questionnements-là. Je constate tous les jours à quel point il y a des changements dans les usages de consommation de la classe ouvrière. Donc moi, je suis pas je pense qu'effectivement, le mouvement écologique est un mouvement qui est plutôt porté politiquement par les classes moyennes, mais je crois aussi à la capacité du mouvement ouvrier, des classes populaires, à se saisir de cette question, à condition qu'on puisse l'appréhender non pas simplement dans une perspective de sauver la planète. Je crois que ça ne suffira pas. Et de ce point de vue-là, j'adhère pleinement à la vision défendue par Bruno Latour dans Où atterrir, qui met bien en exergue le lien qu'il y a entre l'émergence du populisme, l'élection de Trump, le Brexit et aussi la question de la crise migratoire. Pour moi, ces questions, la question écologique et la question aussi du peuplement et de la crise migratoire est également à relier. Et de mon point de vue, la solution, entre guillemets, ou les solutions, elles s'appréhendent aussi dans le rapport qu'on a au temps. C'est-à-dire, si on veut uniquement être dans sauver la planète et s'intéresser à ce qui va se passer dans 50 ans, on passe à côté de quelque chose. Je crois qu'il y a un certain nombre de changements politiques importants qui peuvent changer l'organisation de nos sociétés ici et maintenant. Et je crois que au-delà de la question du rapport entre le social et l'écologie, il y a la question réellement du rapport au temps. Je crois qu'il est extrêmement important d'être dans ici et maintenant. Je crois que c'est vraiment très important d'essayer d'imaginer des solutions nouvelles qui permettent d'améliorer la vie dans nos sociétés ici et maintenant. Merci. En vous écoutant, j'entends quelque chose où j'entends un petit peu la classe des patrons et la classe des ouvriers. Et moi, je trouve qu'il y a une précarité des personnes qui sont aussi avec la classe intermédiaire. Je ne vois plus le même découpage de CSP que dans le passé. Ça, c'est un point. Je trouve que je connais quelques personnes à Smart en France. Et en fait, le panorama est très divers et la précarité est très diverse. On peut avoir des gens qui ont une meilleure réussite en ayant relativement peu de diplômes et des talents plus, je sais pas moi, des bénisses, d'artisans, ce genre de choses, et une plus grande précarité avec je le dis en termes français, bac plus 5 et plus et autre chose, doctorat et compagnie. Donc déjà, c'était quelque chose où je me dis, tiens, il y a quand même une composition maintenant de population qui sont beaucoup plus diverses. Donc très probablement aussi une
une sensibilité à la précarité qui ne touchait pas certaines personnes il n'y a pas si longtemps. Voilà, alors pourquoi je dis ça, c'est pour voir avec vous si vous en êtes d'accord et si du coup le panorama est plus composite et qu'est-ce que ça apporte comme réponse. Parce que si justement on n'est plus forcément dans des blocs CSP, est-ce qu'il n'y a pas une différente créativité qui arrive dans les interactions et les solutions? Ça serait ça la question que je voudrais. D'un côté, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat d'une plus grande pluralité de la composition des gens, par exemple, chez Smart? Et de l'autre côté, est-ce que ça apporte une façon d'interagir et de trouver des solutions diverses? Oui, mais de toute façon, vous avez raison. Enfin, on peut plus. Il y a un certain nombre de changements qui sont opérés dans l'organisation de la classification de la société en France comme dans d'autres pays, et on peut effectivement s'apercevoir que les cartes sont un peu brouillées aujourd'hui, notamment du fait de la disparition de la classe ouvrière. D'une certaine manière, c'est quand même ça ce qui est le plus flagrant, c'est la disparition de l'importance plutôt. En réalité, elle ne disparaît pas, mais elle a diminué avec la diminution de la part de l'industrie, notamment par rapport à l'évolution de l'économie de service. Donc ça, il y a une prolétarisation qui s'opère aujourd'hui dans le secteur tertiaire, comme il y a eu une prolétarisation qui s'est opérée en son temps dans le secteur agricole ou dans le secteur industriel. Donc il y a un déplacement, et si on veut aller plus loin, et si on considère qu'on est déjà à l'ère du quaternaire, il y a aussi une prolétarisation des travailleurs de l'économie digitale, d'une certaine manière, ou de l'économie du savoir et de la connaissance. Et donc effectivement, si on regarde les personnes et leurs conditions sociales, et si on la met en perspective avec l'évolution des secteurs d'activité, eh bien, il faut effectivement apporter une lecture différente de celle qu'on pouvait avoir au milieu ou à la fin du XXe siècle. Il y a un changement important qui s'est opéré. Ceci dit, je crois quand même qu'il y a un changement que j'ai évoqué au tout début de votre interview, qui était de dire il y a quand même des personnes qui choisissent aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui peut perturber le raisonnement politique classique, il y a quand même des personnes qui, pour des raisons notamment politiques et liées à l'utopie d'une certaine manière d'inventer un autre rapport à la consommation, choisissent un mode de vie beaucoup plus sobre. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est quand même, de mon point de vue, un phénomène assez nouveau et qui participe d'une certaine manière aussi à brouiller les cartes dans l'appréciation de l'évolution des catégories socio-professionnelles. En tout cas, en vous entendant, je vois bien le lien entre l'écologie, le politique, le rapport au travail et la consommation. C'est-à-dire que les personnes qui font ce choix de la sobriété ou de la frugalité, c'est aussi de dire on réincorpore la nature dans la composition de la réflexion, et il y a un choix délibéré d'aller vers de la frugalité qui auparavant était vécu comme une pauvreté ou une précarité dont il fallait sortir. Donc là, ça brasse un peu les cartes. Avec un élément supplémentaire, si je peux me permettre, c'est aussi la frugalité et la sobriété liées à la partie du temps qu'on va consacrer à une activité de production de biens et de services par rapport au travail autonome, d'une certaine manière, qui est plus, encore une fois, dans la définition d'André Gorz, le travail qui se fait, qui n'a pas de valeur en tant que tel, c'est-à-dire qui n'a pas de valeur, en tout cas, dans le marché. Et donc, il y a aujourd'hui aussi des personnes qui choisissent d'avoir moins d'argent et donc de moins pouvoir participer à une société de consommation pour pouvoir s'accorder beaucoup plus de liberté,
pour passer du temps à cette partie du travail autonome qui est l'activité artistique, l'activité militante, l'activité politique, le temps qu'on passe avec ses proches, enfin, ou même le fait de ne rien faire ou de contempler la nature. Et donc, je crois que cette dimension-là est également importante à prendre en compte, puisque, en ce qui nous concerne, puisque notre métier aujourd'hui chez Smart, c'est d'accompagner les mutations du travail, c'est important d'avoir cet élément en tête. Des activités qui font sens, qui, comme vous dites, ne sont pas forcément monétisables et qui, en tant que telles, ne sont pas identifiées par le marché. Et tout dépend, là encore, du paradigme qu'on a. Est-ce qu'on est dans un PIB classique ou est-ce qu'on est dans un bonheur au travail voilà, qui est une autre variable? Il n'y a que le bouton quasiment qui le fait, mais ça veut bien dire qu'on a changé un paradigme fondamental. On ne regarde pas que ce qui produit de la valeur monétaire, mais aussi ce qui produit de la valeur de richesse de liens, de qualité de production, etc. Tout à fait. Une chose qui me vient en vous écoutant, c'est que à la fin du 19e, les conditions épouvantables de travail dans les mines ont conduit les personnes à réfléchir ensemble, alors là pour le coup des ouvriers, à réfléchir ensemble, à produire les mutuelles et la coopérative pour justement mutualiser, comme vous disiez, ce bien commun qui est la protection sociale. Et du coup, je me dis, alors vous l'avez peut-être complètement répondu, mais je relance la question au cas où. Qu'est-ce que vous inventez de nouveau aujourd'hui entre le côté des communs et ce que fait Smart? Qu'est-ce qui est singulier à ce début du XXIe siècle, cette composition des personnes qui diversent? Qu'est-ce qui est différent? Est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'on réinvente la même chose parce qu'on est dans une période analogue de crise, ou est-ce qu'on invente autre chose? Il y a les deux, je crois. C'est-à-dire qu'il y a, pour partie, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est une réactualisation d'un système de valeurs qui nous a précédés. On ne réinvente pas l'eau tiède. Je veux dire, le fait de s'approprier, par exemple, la forme coopérative pour envisager le gouvernement de l'entreprise Smart en tant que telle, c'est en soi, c'est juste le fait de se réapproprier quelque chose qui a existé, qui a fonctionné, mais encore une fois, pas pour reproduire tel quel. C'est-à-dire, on se réapproprie le système de valeurs qui est celui du système coopératif et mutualiste, mais en l'adaptant à la réalité d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Donc, je crois que on est à la fois dans le fait de se réapproprier, et puis, et donc d'une certaine manière, là, on invente, on adapte plutôt. On est dans l'adaptation, on n'invente pas grand-chose. Et puis, là où on est quand même aujourd'hui innovant, d'une certaine manière, c'est lorsque on dit que c'est faux, que la majorité des travailleurs freelance ou des travailleurs indépendants sont des personnes qui se reconnaissent dans une figure qu'on a voulu nous imposer, qui est celle de celui qui veut vivre de l'individualisation de ses risques, qui est un self-made man, quelqu'un qui réussit par lui-même et qui est dénué de tout sens de coopération. Donc ça, c'est quelque chose je crois qui est par contre assez innovant, d'une certaine manière, c'est de dire non, la majorité des travailleurs qui travaillent de manière indépendante ne se reconnaissent pas totalement dans cette figure de l'entrepreneur de soi-même, de l'entrepreneur individuel. Ce qu'ils veulent, c'est avant tout pouvoir bien faire leur travail, vivre dignement de leur travail, mais ils n'ont pas véritablement une volonté d'investir dans leur travail et de prendre des risques dans un système qui est celui qu'on nous impose aujourd'hui dans la vision néolibérale. Donc je crois que ça, c'est assez innovant, d'une certaine manière, d'adapter des formes anciennes de coopératives et de mutuelles à des formes très, très contemporaines d'organisation du travail. Et vous l'avez dit au début, je pense que ce qui fait fondamentalement la différence, c'est l'ADN de départ des personnes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des entrepreneurs qui veulent faire un business pour gagner des sous, ce sont des artistes qui veulent créer. C'est pas le même élan intérieur. J'aime beaucoup le mot œuvrier. Oui. Ouais.
Et c'est pas le même élan quand on a envie de créer, je dis n'importe quoi, une peinture ou autre. On n'est pas mu par la même chose de dire je vais faire un business plan pour gagner des sous. Et très probablement qu'on tient là, vous tenez là sans doute une clé de transformation, une clé d'autre chose. À mon avis, il y a déjà un renversement chez Smart. Je suis aussi membre du Smart. Donc je parle là ici comme membre de Smart. C'est que on a des buts dans la vie, il y a des choses qu'on veut faire. Et puis, on regarde quel genre de capital on a besoin pour pouvoir réussir. Et il y a le capital monétaire, il y a le capital relationnel, le capital de connaissances. Et on mélange, tant bien que mal, un mélange optimal dans les conditions réalistes pour pouvoir... et donc, dans ce cadre-là, je trouve que Smart donne une sorte d'infrastructure et de contexte qui permet de faire ça sans qu'on se sente tout à fait isolé, atomisé. La grande différence dans une coopérative classique et une coopérative comme Smart, c'est que dans la coopérative classique, on fait la même chose. On produit quelque chose en commun. Ici, on produit sa vie en commun. Mais la production, elle est très variée. Chacun a des buts qui sont très, très personnels. Je vais me permettre de faire la question du néophyte, que peut-être certains apprécieront. C'est qu'est-ce qui vous a amené, vous, dans votre vie, ici? Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé jusqu'à Smart? C'est vraiment, comme souvent, je crois, c'est pas très original ce que je vais apporter comme réponse. C'est un concours de plusieurs circonstances. Mais si je dois faire un condensé d'un parcours qui va s'achever là bientôt, puisque je vais m'orienter dans un nouveau projet professionnel, mais quand même qui aujourd'hui s'achève par une carrière d'un peu plus de 30 ans, c'est d'abord un parcours qui est lié au travail social, du travail social au développement local, pour aller vite. C'est cette prise de conscience qu'on pouvait pas uniquement traiter les problèmes des personnes individuellement si on n'agissait pas sur leur environnement, et notamment sur la dimension locale, donc la vision plus sociologique à apporter aux problèmes du traitement social des personnes en difficulté. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de s'apercevoir que la question, et notamment en France, du statut est liée au travail extrêmement importante dans la construction de soi-même. Le fait pendant la période importante à la fin du XXe siècle du chômage de masse, le fait que ça ait autant de conséquences, y compris sur la psychologie des personnes, le fait de perdre son emploi dans des régions dont je suis issu, qui sont celles du nord de la France, où on se construit au travers l'identité est fortement liée au travail. Et donc l'importance qu'a l'emploi et dans la construction de soi. Et donc cette idée de l'émancipation de la classe ouvrière, entre guillemets, par cette idée peut-être un peu naïve sur certains aspects, qu'un des moyens de s'émanciper, c'est de créer sa propre entreprise, de devenir son propre patron, de ne pas être dépendant d'un autre patron. Et puis de là, de s'apercevoir que si on crée une entreprise tout seul, eh bien, on se fragilise. Et donc, une majorité de personnes qui créent leur entreprise individuelle se retrouvent, et ça, c'est les statistiques qui le disent, dans des situations qui sont dégradées par rapport à la situation dans laquelle ils étaient avant de créer une entreprise. Et donc, de s'apercevoir que les politiques publiques qui ont été inventées dans cette perspective du traitement social du chômage ont favorisé massivement la création d'entreprises individuelles, alors que les statistiques montrent que d'un point de vue de l'impact social, c'est pas forcément la meilleure solution. Et donc, partant de là, la recherche d'autres solutions. Et dans la recherche d'autres solutions, il y a le fait d'avoir redécouvert des vieilles recettes qui sont celles de l'entreprise collective, de l'entreprise coopérative, des formes d'utopie liées à des formes, on va dire, d'autogestion. Et donc, de s'apercevoir que des expériences qui avaient pu être menées il y a très longtemps, elles pouvaient parfaitement répondre aux problématiques contemporaines. Donc, mon parcours, il est tout simplement celui-là. Merci.
Michel, est-ce que tu as Alors, je ne sais envie pas si tu peux le partager, mais est-ce que tu as des projets d'avenir qui seraient intéressants qui sont d'ici à faire connaître à nos auditeurs? Mon projet est très simple. Je vais dans quelques semaines maintenant entamer un travail de recherche au sein du laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique qui est au CNAB à Paris. Donc je vais faire un travail de recherche sur l'évolution du monde du travail autour de cette figure du travailleur freelance autonome et des réponses que ces travailleurs peuvent faire à la fracturation de la société salariale dans son ensemble. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Merci.